Bonjour à tous. Merci de venir assister à cet atelier. Ravi de vous accueillir. Cet atelier sur le management collaboratif de la théorie à la pratique. Alors je vais me présenter d'abord brièvement puisque je vais être le modérateur, l'animateur de ce CSR Lab. Je suis donc Hugues Carlier et j'ai fondé avec deux autres associés un cabinet qui s'appelle Des enjeux et des hommes, qui est dédié 100% aux politiques de développement durable et aux stratégies de responsabilité sociétale pour les entreprises. Ça fait 15 ans qu'on a monté ce cabinet et qu'on accompagne ces entreprises sur ces sujets. Notre cœur de métier, en fait, c'est l'accompagnement du changement lié justement à la mise en place de stratégies de responsabilité sociétale. On sait que paradoxalement, tout le monde est d'accord pour un développement plus durable ou plus soutenable et qu'en même temps, c'est énormément de résistance au changement. Donc, ce qui fait notre particularité, c'est cette volonté d'accompagner ces changements liés à ces stratégies de responsabilité sociétale pour les rendre plus pertinentes, plus concrètes, plus opérationnelles. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de mystère. En fait, il faut s'adresser aux hommes et aux femmes de l'entreprise pour donner du sens à cette notion de responsabilité globale, responsabilité sociétale, donner du sens, mais aussi de l'envie, de l'enthousiasme, et aussi, extrêmement important, il ne suffit pas de sensibiliser, de communiquer sur le sujet, mais il faut aussi acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir assumer la stratégie de responsabilité sociétale de son entreprise et l'alimenter en retour, quel que soit mon métier. Et donc là, le lien se fait en fait avec cet atelier, cette dimension humaine, puisque nous allons parler effectivement de la dimension humaine des changements de modèle. Et là, on va parler évidemment des changements de modèle managériaux, mais aussi à l'intérieur de changements de modèle de business ou organisationnel. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir, vous avez les noms à l'écran, mais Stéphanie Leleu, qui est directrice ressources humaines de l'entreprise Happy Restauration, Jacques Craé à sa, je connais jamais ma droite de ma gauche, à sa gauche, qui est CEO de Cosucra, qui est une entreprise belge dans le secteur de l'agroalimentaire, mais il nous en dira plus tout à l'heure, et Vaclav Bittner, donc à sa droite, qui est fondateur et membre du conseil du groupe Etneterra, qu'il a cofondé en 1997 et spécialisé dans l'IT. Mais ils se représenteront tout à l'heure. Avant de leur donner la parole, justement, on peut s'interroger sur la multiplication des ateliers, tables rondes, conférences et des expérimentations autour d'un management ou d'un modèle de management un peu plus décalé, non traditionnel. Alors, plusieurs pistes de réponse. La première, c'est, sans rebalayer l'histoire des organisations, du taylorisme au lean management en passant par l'école des sciences humaines, les modèles d'organisation du travail ont toujours suscité des questions car ils se présentent souvent, et il y en a eu de nombreux ces 20 dernières années, comme la promesse de jours meilleurs pour les entreprises. Alors, jours meilleurs, oui, pour la performance, la productivité, pourquoi pas, mais aussi pour les salariés. Et là, on a effectivement un premier point ou une première piste de réponse. Je vais vous lire juste un extrait d'un document, je vous dirai de qui c'est après. Les risques psychosociaux et le stress font partie des principaux défis à relever dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Ils ont une incidence considérable sur les personnes, les organisations et les économies nationales. 50% des salariés européens estiment que le stress est courant sur le lieu de travail. Les RPS, risques psychosociaux, sont le résultat d'une mauvaise conception, organisation ou gestion du travail. Et parmi les causes les plus citées par les salariés eux-mêmes, on retrouve des exigences contradictoires de la part du management, de la non-participation des salariés aux décisions les concernant, des changements organisationnels mal gérés et le manque de soutien managérial. Voilà. Les coûts estimés en Europe se chiffrent, alors selon les organisations ça dépend, mais en plusieurs milliards d'euros par pays, le coût estimé du stress au travail et des risques psychosociaux. Donc ça, c'est ce que dit l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. Ce n'est pas moi qui le dis.
Donc première piste de réponse, eh bien, ce mal-être qu'il peut y avoir effectivement dans nombre des organisations, des entreprises aujourd'hui en Europe. Deuxième piste de réponse potentielle, la montée en puissance, et on est bien placé pour le savoir, de la notion de responsabilité sociétale ou responsabilité globale depuis maintenant plus de 10 ans dans les entreprises, a forcément eu comme impact, plusieurs conséquences, mais comme impact, un impact sur les métiers de l'entreprise. Et en fait, ces dernières années, on a inventé eh bien, les formations de ce que serait un nouveau marketing, des nouvelles compétences de communicants, de financiers, des gens des sites de production. Donc tous les métiers sont impactés au fil de l'eau, au fur et à mesure, par les stratégies de responsabilité sociétale, avec des nouvelles compétences à acquérir, des nouveaux outils à gérer pour pouvoir mettre en œuvre réellement, ce qui n'est pas toujours le cas, ces démarches de RSE. Et forcément, la fonction managériale ne pouvait pas échapper à ces changements. Donc je pense qu'il y a un lien aussi entre cette montée en puissance depuis 10-15 ans de la responsabilité des entreprises et ce travail, ces recherches, ces mises en application de nouveaux modèles de management. Et puis plus globalement, on perçoit quand même bien dans nos sociétés de plus en plus clairement que notre modèle de démocratie est remis en cause ou au moins poussé à évoluer vers plus de participation, de co-construction, d'implication des décisions et d'autres parties prenantes dans les décisions qui sont prises à l'aune d'un pays. Et évidemment, le traditionnel management hiérarchique, pyramidal, ne peut là non plus échapper à ces évolutions, voire révolutions pour certaines entreprises. Et nous allons voir cela ensemble. Et puis, dernière piste de réflexion sur la diffusion de ce nouveau modèle de management. Il y a quand même un certain nombre de théoriciens, il y en a plusieurs, j'en citerai deux. Isaac Getz, dont je vous recommande le livre Liberté et compagnie, qui a mis en orbite le concept d'entreprise libérée. Donc Liberté et compagnie, je n'ai pas l'éditeur, je suis désolé. Et Frédéric Laloux, avec Reinventing the Organizations, qui lui aussi a porté ce message aux yeux des entrepreneurs et qui ont permis de diffuser cette philosophie. Isaac Getz tient fortement au côté philosophie de la chose et non pas modèle écrit et formalisé, parce que chaque entreprise le met en œuvre, vous allez le voir, de manière extrêmement différente. Et puis, c'est aussi des retours d'entreprises, des retours d'expérience d'entreprises qui sont engagées depuis longtemps dans ces nouveaux modèles de management, nouvelles façons de faire, nouvelles philosophies. Vous avez tous entendu parler de l'entreprise Gore, qui fait le fameux Gore-Tex. Dans le nord de la France, Favi. Qui connaît l'entreprise Favi? D'accord. Avec son emblématique patron de l'époque, Jean-François Zobrist, mais il y en a bien d'autres en France et ailleurs, en Belgique et en Europe. Et ces retours d'expérience ont été très parlants pour les entrepreneurs européens et qui se sont mis à tester, à travailler sur ces sujets et pour lesquels ça a été des prises de conscience tout à fait intéressantes. Voilà, donc sur ce propos introductif, et maintenant je vous propose en fait d'écouter nos invités, puisqu'on est bien de la théorie à la pratique. Donc là, on a 3 cas pratiques, 3 cas bien concrets. Vous allez voir différents, mais tout aussi intéressants les uns que les autres. Et donc, je vais leur poser un certain nombre de questions. Nous allons garder un petit peu de temps vers la fin pour que vous puissiez vous-même poser un certain nombre de questions à nos invités. Donc, on va essayer de faire clair, synthétique et bref. Alors, on va faire des tours de parole. Donc, premier tour de parole, c'est juste nous dire quelle est votre fonction et qui est votre entreprise. Donc, Stéphanie, pour démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphanie Leleu, directrice des ressources humaines de la société Happy Restauration. J'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants. J'ai la chance de faire partie de cette entreprise depuis 1995 et d'avoir accompagné sa forte croissance. Aujourd'hui, Happy, c'est 7000 collaborateurs, 540 millions d'euros de chiffre d'affaires et on nourrit tous les jours un peu plus de 640 000 personnes.
du bébé en crèche à la personne âgée en maison de retraite, en passant par les hôpitaux, les cliniques, les écoles et l'entreprise. API étant basé dans le nord de la France, sur l'île. D'accord. Périmètre plutôt France, mais avec des extensions. Alors on est présent sur toute la France, on a une structure en Belgique, on vient d'ouvrir un API Luxembourg et on est présent à ce jour dans 2 entreprises en Allemagne. Très bien, merci beaucoup. Vaclav? Alors, je vais poser les questions en français à Vaclav, mais Vaclav répondra en anglais. Donc, vous avez prévu les casques pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare. Oui, d'accord. Je suis Vaclav. No, I don't speak French. Sorry, I haven't had time yet. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas eu assez de temps pour apprendre le français. On a commencé notre société il y a 19 ans. Nous sommes à Prague, des services informatiques. Et donc un service d'Internet avec des transactions sécurisées, des développements de programmes très compliqués, gestion de campagne et des réseaux sociaux, donc tout ce qu'on veut. Nous avons commencé, on a de 0 à 248 personnes avec 7 sociétés. J'aimerais bien vous raconter notre expérience avec la direction et puis nous nous sommes bien amusés. J'aimerais bien partager ça avec vous. Merci. Bon après-midi. Je suis moi-même Jacques Raé, je suis responsable d'une entreprise familiale qui est juste au-delà du nord de la France, donc en Belgique, qui comprend 250 personnes, un chiffre d'affaires de l'ordre de 85 millions d'euros, et nous fabriquons des ingrédients qu'on appelle des ingrédients santé, c'est-à-dire des protéines végétales extraites du pois protéagineux, et des fibres alimentaires extraites de la chicorée, bien connue dans le nord français évidemment aussi. Voilà. Très bien. Jacques est un peu assez modeste, mais 250 personnes, c'est quand même un leader mondial sur ce produit de niche. Mais... Oui, donc pour ceux qui sont un peu attentifs à leur santé, on sait que l'industrie alimentaire a fort utilisé des ingrédients très raffinés et finalement très caloriques. Donc nous, on fait un peu ce que l'industrie n'a pas fait, c'est-à-dire remettre des fibres et remettre des ingrédients qui se trouvent normalement dans l'alimentation courante. Donc les fibres sont, notamment les fibres de chicorée, sont extrêmement bonnes pour votre santé puisque vous savez que vous avez un deuxième cerveau du côté de l'intestin qui travaille énormément mais n'a pas toujours beaucoup à se nourrir. Et donc il faut faire vivre toute la population bactérienne qui se trouve dans votre gros intestin. Et nos fibres servent à vous garder en bonne santé pour toute votre vie. Merci Jacques. Bien, merci pour cette présentation. Je reviens donc à Stéphanie. En fait, la première question que je vous poserai à tous les trois, c'est qu'est-ce qui a fait basculer ou mis en œuvre un modèle de management un peu différent? Est-ce que c'est à la naissance de l'entreprise? Est-ce que c'est un homme qui a pris, ou une femme qui a embarqué l'entreprise sur le sujet? Est-ce que c'est une contrainte extérieure? Enfin, d'où vient le fait que vous ayez un management décalé, on va dire pour l'instant, par rapport à un management plus traditionnel? Donc, je vous propose pareil de faire un petit tour de table. Alors chez API, c'est à la fois la naissance et un homme, puisqu'API est une entreprise familiale dirigée aujourd'hui par Damien Debosc qui a 55 ans. Quand Damien a pris la succession de ses parents dans les années 80, ses parents étaient bouchers charcutiers sur l'île. L'entreprise comptait 70 personnes, on avait 38 clients. Et on s'est très rapidement développé avec une volonté de mettre à la tête de nos régions des gens issus de la promotion interne. Aujourd'hui, API, c'est 50 agences en France. Sur les 50 directeurs d'agences, on a 90% de ceux-ci qui sont issus de la promotion interne et qui sont cuisiniers de métier. Ils travaillent aujourd'hui en chef d'entreprise, donc avec la responsabilité qui émane de ce statut de chef d'entreprise, en totale autonomie. On a des services au siège, mais les services sont au service de nos agences. Et chaque directeur d'agence développe sa région comme il le sent, sans perdre de vue les valeurs de l'entreprise.
Alors, du coup, Stéphanie, c'est plutôt le dirigeant actuel qui a porté cette philosophie dans le groupe? Alors oui, parce que c'est pour nous une évidence en fait. Ça n'a pas été un calcul. Voilà, on a aujourd'hui un PDG qui est comme ça, et qui par la croissance importante et rapide de l'entreprise a confié cette croissance à des gens qu'il a fait grandir. D'accord. Donc c'est venu d'un homme. Oui. Très bien. Merci. Vaclav, d'où vient le nouveau modèle de management? Why did we start it? Alors, où est-ce qu'on a commencé? Pourquoi on a commencé? On a toujours essayé d'avoir une culture familiale, conviviale. Donc, au début, on était 120 personnes, mais on a du mal à gérer ça avec juste la famille. Donc, on voulait toujours être innovateur. L'innovation, c'est le centre de notre activité. Donc, on se posait la question, alors, comment faire en sorte que les gens soient un peu plus engagés, pour être plus innovateurs? On a posé la question, on demande à tout le monde d'apporter de l'innovation, de changer les procédés, de changer les process. On demandait à tout le monde de proposer de nouvelles stratégies. Mais on n'a pas rencontré beaucoup de succès. Donc, il fallait trouver une autre méthode. Et à l'époque, en 2010, on a embauché un directeur RH et il a parlé face à face avec tout le monde. Et puis ensuite, elle est venue me voir, elle a dit: Vaclav. Alors, Vaclav, est-ce que vous savez, vous ne pouvez pas jouer avec les champions si vous n'avez que des goals, que des gardiens de but sur votre équipement? Ça m'a un peu réveillée, c'était un petit peu la claque. On ne perdrait pas, mais on pourrait bloquer des points quand même, des buts. Et donc, je me suis dit que, en fait, la culture, c'était qu'on manquait des gardiens de but. Ils peuvent être considérés comme un petit peu à la traîne. Et bien, nous, c'était pas possible pour nous. Donc, il fallait quand même changer tout cela. Nous n'avons jamais apprécié les grosses sociétés et puis de grimper l'échelle sociale et puis d'avancer comme ça. En fait, on s'est posé la question il y a 10 ans. Quand je regarde ma société, je me dirais: oh là là, c'est une multinationale, c'est une corporation, c'est donc l'entreprise avec un E majuscule. Donc on ne voulait pas ça. Donc il fallait changer des caps. Si on ne changeait pas de cap, on allait devenir une entreprise non sociale, on peut dire. On a regardé des livres et donc on a trouvé Freedom at Work avec des idées qui nous ont ravis. Est-ce qu'on peut avoir une société sans direction, sans cadre dirigeant? Il y a 3% de personnes qui essaient d'aller à l'encontre des règles. Des règles sont des contraintes. Sans les règles, 97% des personnes seraient innovateurs. Si le guide, si la recette vous dit exactement que faire, ce qu'il ne faut pas faire, eh ben c'était nous. Donc, on essayait d'avoir l'ISO 9001, on avait notre projet, notre méthodologie, des systèmes de logiciels qu'on avait développés depuis 10 ans. Et on devait améliorer la productivité, livrer de meilleurs produits, délivrer de meilleurs produits, etc. Mais il fallait tout changer. Des changements, des bouleversements nous attiraient beaucoup. Aussi, les dirigeants ne sont pas forcément plus intelligents que les autres. En fait, ils traitent peut-être un peu plus d'informations. Mais si tout le monde traite les mêmes informations, chacun peut décider pour soi-même ce qui est mieux. Et on n'a plus besoin des managers, des dirigeants. Donc, c'était ça l'idée qui nous a mené à plus d'engagement, à plus d'innovation et aussi plus de bien-être et plus de bonheur au travail aussi. En fait, c'est là les idées qui nous ont menés et qui nous ont amenés à changer notre cap et d'avancer dans ce sens. Le concept de libérer l'entreprise me semble complètement adapté là, pour cet exemple. Jacques, pour Cosucra, où est l'étincelle? C'est quoi le point de démarrage de ce changement? Il y a des similarités avec ce que Vaclav vient de nous raconter. En fait, j'ai toujours été un peu intéressé par les organisations et j'ai toujours trouvé que le boulot d'un dirigeant était de mieux organiser son entreprise. Mais
essentiellement, j'étais bloqué par la vue classique que l'on a, c'est-à-dire la pyramide, le râteau et les fonctions, et essayer de trouver les meilleures personnes dans les meilleures fonctions. À un moment, on voyait arriver au comité de direction des tas et des tas de questions, à tel point qu'on devait se réunir toutes les semaines pour résoudre des problèmes qui finalement n'étaient pas d'une importance capitale, ou en tout cas qu'on considérait comme tels. Et je me suis posé la question, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Et donc, j'ai été un peu interroger les gens, et je me suis rendu compte que les personnes, bon, en alimentaire, on est dans 40 pays, il y a 40 régulations, il y a 40 habitudes, il y a des centaines de problèmes qui se posent avec chaque client aussi. Et donc, je me suis rendu compte que pour résoudre ces problèmes-là, il fallait des compétences très diversifiées en assurance qualité, en production, en commercial, en contrôle qualité, etc. Et que chacun dans sa fonction, tout en étant de très bonne volonté, apportait sa solution autour de la table, mais n'avait pas le pouvoir de convaincre ses counterparts, donc ses collègues, de la véracité de sa solution. C'était dans sa compétence. Et donc, chacun ayant son point de vue et sa solution, quelqu'un du contrôle qualité va dire la norme c'est ça et il faut donc faire ça. Le gars de la production va dire ah non, si je dois arrêter mon usine toutes les 5 minutes, ça ne va pas aller. Non, la solution, il faut trouver quelque chose de plus. Et donc finalement, chacun dans sa fonction n'arrivait plus à voir l'intérêt de l'entreprise par rapport à sa position et à sa fonction. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, c'était à l'été de 2014. J'ai commencé à pianoter sur Internet pour voir décisions en milieu complexe. Enfin, plutôt décisions sur des situations complexes. Et je suis tombé sur des tas de choses très intéressantes, notamment, je me souviens comme ça qu'il y avait toute une étude qui avait été faite sur le service social de la ville de Brest. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des moyens d'organiser les choses très différemment. Et alors j'ai eu beaucoup de chance parce que ça c'est l'année où il y a eu la publication du livre de Frédéric Laloux. Elle était en anglais encore à l'époque, mais j'ai dévoré ce livre et c'est à ce moment-là que ça a fait tilt. Donc j'ai commencé à en parler au comité de direction qui m'a dit bon, ils m'ont tous regardé un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'il a eu cet été? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, j'ai quand même une femme dans le comité de direction, on est 6, et elle m'a posé la question, bon Jacques, d'où tu sors ça? J'ai dit, voilà, c'est le livre de Frédéric Laloux. Elle l'a lu, et depuis lors, c'est celle qui est encore plus convaincue que moi. Donc j'ai tout de suite compris que tout ce qui était femme allait marcher beaucoup mieux que les hommes dans ce périple. Et donc en février 2015, j'ai rassemblé toute l'entreprise dans un cinéma parce qu'on n'avait pas de salle suffisamment grande dans l'entreprise. Et je leur ai dit, bon ben voilà, j'en suis arrivé à la conclusion que vous pensez que je prends toutes les décisions et moi j'en suis arrivé à la conclusion que je ne prenais aucune décision, donc il faut que ça change. Et j'ai invité un animateur qui a passé quelques films, dont Zobrist, puis d'autres Et donc tout le monde a compris qu'il se passait quelque chose, mais personne ne savait encore dire « mais c'est quoi ?» Et donc j'ai laissé le flou. Tout le monde parlait de « ah oui, il veut abolir la hiérarchie, ah oui, mais il va peut-être... faire ceci ou ça, etc. Bon, et maintenant, ça vit depuis 1 an et on progresse. On va en reparler. Vaclav, il y a une référence d'un livre, d'un penseur pour avancer ou c'est juste dans la tête? Oui, j'ai lu un livre certainement très similaire à celui-là, mais c'est des États-Unis, c'est 97, c'est un entrepreneur brésilien et ça s'appelait Maverick et il s'appelait Sama.
Je pense que c'était ça, la Bible, pour moi, de la liberté au travail. Mais en fait, je n'ai pas lu le livre entier, juste des idées principales. Et puis, ça m'a frappé qu'il fallait, que c'était la bonne direction et qu'il fallait quand même essayer. Avec Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous décrire les uns et les autres ce qui finalement change par rapport à un modèle traditionnel chez vous? Qu'est-ce qui est différenciant et évidemment les résultats que ça peut amener pour l'entreprise? Je pense que ce qui nous différencie de nos confrères essentiellement, c'est l'absence de hiérarchie. On est tous à N-1 ou N-2 de Damien Debosc, notre PDG, ce qui nous laisse une très grande liberté d'action. On apprend à saisir les opportunités parce qu'on sait qu'on a le droit à l'erreur. On a de nombreux exemples chez nous de salariés qui étaient à des postes et on s'est rendu compte au fil du parcours qu'ils n'étaient pas au bon poste et qui se retrouvent aujourd'hui envoyés vers des postes complètement différents. On essaie également d'intégrer un maximum nos salariés, quel que soit leur emploi dans l'entreprise, par l'intermédiaire de journées d'intégration. Donc on invite tous nos nouveaux salariés 4 fois par an à venir sur l'île. Ils viennent passer 2 jours, on leur demande de se présenter un par un. Ce sont des moments qui socialement sont très forts parce qu'on a les plongeurs, les chauffeurs-livreurs qui se retrouvent à côté d'un nouveau directeur de région sur scène, qui se présentent, qui nous parlent de leur passion. On ne parle pas boulot ce jour-là. Voilà, ça passe par des symboles clés où nos membres d'encadrement, quand ils intègrent l'entreprise, passent 3 jours en cuisine. Voilà, le but étant de ne pas se prendre au sérieux, de garder notre esprit de simplicité et surtout pas oublier de où on vient. D'accord. Et vous me disiez que les directeurs régionaux You said that n'avaient pas d'objectif en fait. Enfin, même aucun Alors manager voilà, n'avait d'objectif. c'est un de nos autres principes, c'est qu'on n'a pas d'objectif chez Happy. Ça peut paraître un peu utopique et hallucinant quand on nous regarde de l'extérieur. C'est perturbant pour les gens qui arrivent chez nous. On n'a pas d'objectif, on n'a pas de pression. On saisit les opportunités, on fait des tests chez certains clients qui sont volontaires. Voilà, ça réussit pas selon les cas. Mais effectivement, on n'a pas d'objectifs chiffrés chaque année qui nous sont donnés par notre direction générale. Donc, quand vous faites l'entretien annuel avec Damien, oui. Il se base... Alors l'entretien annuel de Damien commence toujours par... Alors pas moi, parce que ça fait 20 ans qu'il me connaît, mais rappelez-moi donc l'âge de vos enfants. Voilà, on a la chance d'être dans une entreprise qui est très tournée sur l'être humain. Et puis après, on lui explique le déroulé de notre année, les points compliqués, ce qu'on a envie de faire. À aucun moment, il y a avez-vous atteint vos objectifs, puisqu'on n'en a pas. Alors je ne dis pas que de temps en temps, on ne s'est pas taper sur les doigts si en région on sort des résultats trop négatifs, mais on n'a pas d'objectif. D'accord. Et en même temps, vous avez une croissance de... Alors on a la chance d'avoir une croissance à 2 chiffres depuis plus de 20 ans. Cette année, par exemple, on fait plus 14% de chiffre d'affaires, là où nos 3 plus importants confrères font 0. D'accord. C'est assez parlant. Comment ? C'est assez parlant. C'est assez parlant, oui. Très bien. Merci. On y reviendra, notamment sur... enfin, c'est pas toujours très facile, donc on reviendra aussi sur ce qui fonctionne ou pas. Vaclav, qu'est-ce qui est différenciant I'm getting objectives on my list what to discard. It was very inspiring. J'ai eu la liste des objectifs et ça m'a inspiré. Donc, je vais ajouter les objectifs et à ma liste des choses à ne pas faire dans l'entreprise. Yes, we had. Oui, tout à fait. On avait des objectifs. Qu'est-ce qui est différenciant dans votre entreprise par rapport à une autre entreprise de l'IT en Europe ou ailleurs? Donc, qu'est-ce qui sont les faits les plus marquants en termes sur un modèle de management? C'est à moi. En fait,
On a commencé avec le Free Network Company. Donc, on parle de réels changements. On ne change pas les choses avec une réunion, avec une décision. Non, il faut toujours maintenir la pression, il faut avoir une vision et le garder tout le long. J'ai souvent dit que les choses les plus simples sont les plus difficiles à implémenter. Donc, il y a la théorie et il y a la pratique. Et souvent, la pratique change les choses. C'est pas facile. Donc, nous, on a essayé de trouver une approche plus collaborative. Donc, on a fait des petits changements par ici, par là, lentement. Et au départ, on n'était pas très satisfait. Ensuite, on a décidé qu'il vaut mieux faire marquer le coup. Et donc, on avait tous les processus, les méthodologies, on avait une hiérarchie. Et finalement, on s'est dit, bon, il n'y a plus d'hiérarchie. Ça n'existe plus. On a eu des échos que le management, l'administration ne fait pas ce qu'il faut. Ils ne font pas bien leur travail, donc on a éliminé. Et donc cette idée d'ouverture, de partage d'informations, donc on a divulgué nos chiffres, nos comptes, et tout le monde peut y avoir accès. Si vous voulez des informations, vous posez la question et on vous donnera les informations, quel que soit le sujet. Donc ce que nous avons créé, donc nous avons détruit quelque chose et on a créé un vide. Et il fallait remplir ce vide, combler ce vide. À l'époque, nous avions 120 employés et on a vu qu'on créait quelque chose à partir de ce moment-là. Il n'y a plus de hiérarchie, mais par exemple, les chefs d'équipe sont élus, c'est ça? Ils sont élus par leurs pairs. Il y a aussi une réflexion collective sur les salaires, sur les bonus. Tout à fait. On a dit que dorénavant, tout le monde pouvait être un leader, un chef d'équipe. Il fallait même pas avoir des élections, il fallait juste avoir du soutien, qu'il y ait des gens qui soutenaient votre candidature. Mais ce leader a un rôle beaucoup plus réduit par rapport à avant, donc on essaye de garder ça au minimum. On a confiance aussi aux gens. Quand on explique les règles, on dit que tout le monde a les compétences nécessaires pour faire leur travail, parce que ils doivent utiliser le sens du commun. Donc, 90% de ce qu'on faisait avant, on a mis à la poubelle. Aussi, ce qui nous amène vers l'avant, c'est on fait des entretiens en équipe, c'est-à-dire que nous n'avons pas de DRH. Si on veut faire passer des entretiens et embaucher quelqu'un, en fait, c'est l'équipe qui passe les entretiens. Tout le monde qui souhaite peut le faire. Donc, peut-être, il faut leur feedback, parce que peut-être des membres de l'équipe disent, bon, cette personne a beaucoup de talent, on a besoin de lui, et donc, on estime que X salaire serait bien pour lui. Alors, aussi, par rapport à notre système de primes, nous avons un système de primes. Bon, on est toujours ouvert à essayer faire des tentatives sociales. Donc, la première fois, l'équipe du management a créé une enveloppe. Et l'enveloppe était... Le montant est resté secret. Et on a demandé aux 120 membres, 120 collaborateurs, combien de primes estimez-vous qui seraient justes? Alors, à votre avis? Donc, après les soumissions, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu plus ou moins? Alors, moi aussi, j'étais surpris parce qu'on a eu 2 anomalies en 120 personnes. Il y a une personne qui a demandé 3 fois plus que les autres et l'autre qui demandait 0 parce qu'il pensait que son travail n'avait pas de valeur. Bien que ses collègues estimaient qu'il était au-dessus de la moyenne. Donc, c'était très intéressant de voir cette
cette expérience et notre budget global a augmenté d'uniquement 10%. Donc, on voit, c'est un coût relativement bas si on considère la valorisation des ressources humaines. Et donc, il faut toujours trouver un moyen de motiver les gens. Aujourd'hui, on a parlé de cela. Si vous avez un sens du travail, vous êtes motivé. Si vous êtes motivé, vous faites le travail. Et si vous faites le travail bien, vous allez en tirer les bénéfices. Vous allez... Voilà, l'argent n'est pas l'engin principal, le moteur principal de... Et depuis qu'on a changé, notre système est beaucoup plus transparent. Tout le monde se sent mieux, se sent plus engagé et plus heureux, je pense, et sûrement plus productif. Stéphanie, il va falloir faire attention parce que quand on pousse le bouchon un peu loin sur l'entreprise libérée, il n'y a plus de DRH. Donc, autre chose. Vous êtes prévenu. Voilà. Jacques, vous, de votre côté, qu'est-ce qui, finalement, quand vous regardez votre entreprise et ce que vous avez créé depuis maintenant 2 ans, qu'est-ce qui vous semble différenciant par rapport à avant ou différenciant par rapport à d'autres modèles plus traditionnels? Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est tout à coup, il y a des personnes qui se révèlent, des personnes qui étaient laborantines, secrétaires, et qui tout à coup, c'est de toutes autres personnes. Elles participent, elles s'engagent dans des domaines dans lesquels on ne les voyait pas, puisqu'elles étaient limitées au job qu'elles avaient à faire. D'une manière générale, je trouve que, on est une entreprise industrielle. Il y a 2 usines, et donc il y a des ouvriers, il y a des employés. Un des points sur lesquels, évidemment, j'avais absolument pas eu la présence d'esprit, c'est que demander à des ouvriers de participer à des décisions, etc., il faut le temps. Or, le temps des ouvriers est quelque chose qui est le plus réglementé qui soit dans l'industrie. C'est-à-dire le temps est minuté. Et donc les ouvriers sont absolument conditionnés par le temps qui passe. Vous amenez un ouvrier dans une réunion, il va regarder sa montre, il va se dire, bon, on est en train de poireauter ici, on perd son temps. Si dans 5 minutes on n'a pas décidé, moi je m'en vais, j'ai autre chose à faire. Donc, à l'inverse, un ouvrier ne peut pas se libérer parce qu'il va vous dire, oui, d'accord, je veux bien, moi j'aimerais bien participer, mais qui va faire tourner l'usine pendant ce temps-là? Donc, déjà là, c'est très particulier. Bon, je l'ai déjà dit, les femmes sont extrêmement poussées vers ce type d'organisation, et évidemment aussi les jeunes de moins de 35 ans, enfin, bon, la limite de 35 est... Mais Bon, alors les hommes de plus de 35 ans, veuillez sortir de la salle, s'il vous plaît. C'est de la discrimination. Oui, mais voilà, c'est la réalité. Et enfin, je suis le contre-exemple quand même. Maintenant, voilà, ça libère des énergies, mais ça met énormément de temps à... Bon, on est une entreprise qui a plus de 1852, donc ça fait plus de 160 ans. Et donc, tous ceux qui sont là sont venus dans une entreprise familiale, oui, sympa, mais quand même très classique. Et donc, tout le monde a intégré le modèle de l'entreprise hiérarchique, pyramidale, avec des fonctions. Et se retrouver tout à coup en face presque du vide, comme ça, en se disant, bah oui, et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on trouve toutes sortes de réactions qui sont soit d'aller de l'avant, soit j'attends de voir si c'est vraiment ça, ou bien tout à fait réfractaire en disant non, moi... c'est quelque chose d'extrêmement passionnant parce que à chaque nouvelle étape, voilà, on relance la machine le plus souvent possible. On est en train de proposer maintenant bon, c'est un long travail qui s'est fait sur les 2 ans avec des World Café, etc., pour essayer d'imaginer quel type d'organisation industrielle on pouvait avoir.
c'est quand même relativement contraignant parce que l'usine doit continuer à tourner et on ne va pas changer la maintenance d'une usine et on ne va pas changer le pilotage d'une usine. Pourtant, il y a certainement moyen de trouver d'autres. Je me suis rendu compte que finalement, le but poursuivi était surtout de décentraliser toutes les décisions là où elles peuvent être prises. Et donc, effectivement, arriver à ce que le comité de direction ne doive pratiquement plus rien décider, idéalement. Et donc, pour ça, on a proposé de faire des cellules de 10, maximum 15 personnes qui allaient s'occuper d'un produit, une région ou un segment de marché et qui, avec un initiateur, celui qui a envie de prendre le sujet, rassembler les compétences nécessaires, mais des compétences commerciales, des compétences de recherche ou des compétences de production pour servir ses clients ou ce segment de marché, etc. Et donc là, on commence à voir tout à coup une organisation se dessiner. Il y a l'organisation classique qui continue à fonctionner, et puis tout à coup une organisation à côté qui prend des décisions, qui va de l'avant et qui tire l'entreprise. Bon, j'ai des exemples, par exemple, de la fibre en Chine. Il y a un groupe qui s'est saisi, évidemment, on a le commercial de Chine qui est le leader du groupe, mais ça, c'est venu naturellement. C'est lui qui a proposé de faire ce groupe, puis il a rassemblé les compétences, et puis ce groupe, maintenant, prend les décisions qui concernent la Chine. Sans remonter au COMEX? Absolument pas, jamais. Le COMEX, les membres du comité de direction peuvent assister, mais comme n'importe qui, à la cellule. Mais la cellule doit l'accepter. Donc si la cellule dit non, on n'a plus besoin, parce qu'on a déjà la compétence, il ne peut rien faire. D'accord. Donc il gère l'entrée de Cosucra sur le marché chinois de manière complètement autonome. Avec, voilà, on a une cellule qui s'occupe du baby-food, par exemple, et qui, là, les impacts sont beaucoup plus à l'intérieur de l'usine, où on doit s'occuper de la qualité baby-food. Ce sont des exigences très, très particulières, qui demandent des interactions fortes avec les gens qui sont sur le terrain, par des formations, etc. Et bon, dernièrement, on a eu des audits Danone, pour ne pas le citer, qui sont venus et ont dit mais depuis la dernière fois, il y a quand même eu une fameuse évolution. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc c'est vraiment extraordinaire. En fait, cohabite chez vous un système un peu traditionnel, peut-être à cause du caractère industriel, et puis ce système qui s'ouvre de plus en plus, qui s'autonomise de cellule en cellule. C'est intéressant, ça ne doit pas être complètement évident, mais... Oui, mais ça se passe. Donc les gens sont tout à fait intelligents et en pleine possession de leurs moyens. Donc ça demande quand même un investissement en temps que l'entreprise ne prend pas vraiment en compte. Mais les gens ont envie de le faire. Donc à certains moments, ils s'investissent dans les cellules ou ils s'investissent dans des réunions de groupe pour faire avancer la chose. Puis tout à coup, 6 mois après, ils sortent en disant « Bon, maintenant, je suis fatigué et j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je sens que mon équipe me réclame. » Et donc, ils relâchent un petit peu. Et donc, il y a vraiment le business day-to-day qui doit avancer. Mais voilà. Et puis, il y a cette nouvelle organisation, parce que ça, c'est le nom qu'on a donné à ce mouvement, qui, lui, suit son chemin, mais sur lequel il n'y a pas de pression de temps. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire mais bon, on n'avance pas là. Ou bien s'il le dit, c'est parce qu'alors il va s'y mettre, il va faire avancer les choses. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors j'ai une question pour tous les trois encore cette fois-ci, parce que ce que vous nous dites est tout à fait voilà. Ça ne se retrouve pas dans toutes les entreprises, c'est tout à fait intéressant, mais une fois de plus, j'imagine qu'il y a des obstacles, des freins, des choses qui ne fonctionnent pas, voire même des échecs. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour voir comment vous les avez surmontés, ou ce qui peut bloquer si demain, dans la salle, quelqu'un se lance dans ce type de façon de faire, à quoi il doit faire attention s'il avance sur ce sujet. Stéphanie, des difficultés particulières?
On a des difficultés de plusieurs ordres. La première difficulté que l'on rencontre vient du fait que par notre croissance rapide, on est obligé d'intégrer des gens de l'extérieur avec des mentalités différentes. Et il nous arrive parfois de ne pas réussir à faire adhérer nos nouveaux salariés à ce modèle de management. Et malheureusement, dans ces cas-là, ça se révèle par un échec parce que les gens partent. Enfin, ils ne supportent pas le modèle. Ouais, ils ne supportent pas le modèle, ils ne s'y retrouvent pas, ils se sentent lâchés dans la nature et ils ne restent pas dans ces cas-là. Je pense que notre plus gros échec vient de là. D'accord, difficulté de recrutement. Difficulté de recrutement, oui. Mais du coup, les salariés qui étaient déjà dans l'entreprise, eux, ils ont réussi à s'habituer, un peu comme la grenouille dans l'eau tiède. Oui, tout doucement, ils ont avancé vers le... Oui, parce qu'on est modelé comme ça. Quand on arrive dans l'entreprise, on est modelé de cette façon-là. Et le jeu de la promotion interne fait que ça nous permet de développer et de porter cette façon d'être. Le problème se rencontre essentiellement avec les nouveaux entrants. D'accord, quel que soit le poste, la fonction. Alors plus sur des postes d'encadrant, mais quelle que soit la fonction, oui. D'accord. Ça peut être perturbant de ne pas avoir de cadre, de ne pas avoir de règles, de ne pas avoir d'objectifs, ça peut perturber. Alors, il y avait un autre point que je trouvais intéressant, c'était que finalement ces directeurs de région, c'est pour reprendre cette strate, ils étaient finalement tellement autonomes que parfois ils se pensaient être une entreprise à part entière. Oui, oui, alors je pense que ça marche bien parce qu'ils se sentent tous patrons de PME. Par contre, ce qui est compliqué aussi, c'est de continuer à les faire adhérer aux idées d'API et à notre mode de fonctionnement. Donc trop d'indépendance, ça peut aussi avoir des revers parfois compliqués. D'accord, pour garder la culture quand même de l'entreprise. Oui. Ou des plans d'action transverses, divers et variés. D'accord. Vaclav, des difficultés, des freins, des problèmes? Well, je pourrais y parler pendant des heures. Nous avons eu tellement d'obstacles à surmonter. Je sais une chose, c'est que parfois je vois des grandes entreprises et ils ont un manager du bonheur, par exemple. Cette personne est chargée de s'assurer du bonheur et du bien-être des employés. Mais en général, pas toujours. Mais bon, cette personne crée des événements, fait venir de la nourriture, mais cette personne n'a pas de réel pouvoir pour changer les salaires, le budget, des choses comme ça. En fait, cette personne, bon, ça c'est la personne du bonheur, donc il faut que les gens soient heureux parce qu'on a quelqu'un désigné, personne du bonheur. Non, en fait, vraiment, on a sauté vraiment on est plongé à plein dedans, et à un moment donné, on s'est rendu compte que si on avait un manager du bonheur, on perdrait. Parce que, en fait, il fallait que tout le monde soit heureux. Parce que si tout le monde n'était pas heureux, on n'aurait pas réussi. Mais bon, on a réussi. Donc ça, on a réussi. Par contre, il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à faire. Par exemple, il y a des personnes qui travaillent de longues heures parce que personne leur dit qu'ils travaillent trop longtemps. Aussi, on a vu des personnes qui n'étaient pas contents avec ce nouveau système. Si, par exemple, vous donnez quelqu'un une liberté totale, ils ont par exemple une autoroute de 8 voies, parfois il n'arrive pas à rouler droit devant. Non, en fait, il bifurque, il tourne et il vacille. Non, il y a d'autres personnes qui n'aimaient pas du tout cette liberté. Mais avec plus de liberté, on a plus de responsabilités et ça, on l'a appris à nos dépens. Donc, la liberté des autres se termine là où ma liberté commence. Et donc, il y a des gens qui essayaient de dire, bon, voici, moi, je veux travailler ici avec ce client et on veut faire ça et travailler de cette façon-là. Mais il faut aussi penser aux autres. Il faut se mettre d'accord avec les autres équipes. Il faut connaître leurs objectifs. Il faut savoir
quels sont leurs clients et comment allez-vous collaborer. Donc, on a eu plein de conflits autour de ce sujet. Aussi, pour être honnête, une hiérarchie plate n'a pas marché non plus. En fait, il fallait remettre une sorte d'hiérarchie parce que ce n'était pas gérable. Everything. But Il y a toujours des personnes qui savent tout, sur tout, mais ils n'ajoutent pas ils ne mettent pas de valeur ajoutée. Et donc, il fallait trouver un moyen de trouver des équipes qui régleraient ces problèmes. Et en fin de compte, on a réussi à réinstaurer une sorte d'hiérarchie, mais de façon moindre. this structure. Right. Ça n'a... Par exemple, quand nous avons déménagé, on a sondé les gens, on a demandé qui est-ce qui veut participer au groupe de recherche de nouveaux locaux et on a eu à peu près 20 volontaires qui se sont réunis avec les architectes, qui ont cherché des lieux et qui ont partagé leurs opinions avec les autres. Donc, ils étaient complètement indépendants. C'était un travail en plus qu'ils ont fait de leur propre chef. Je pense que c'est à peu près tout. Something I forgot. What's interesting, chez vous. Oh yes. Et en fait, vous avez finalement That's right. autant d'entreprises que de Thank you. mini-laboratoires d'expérimentation de Thank- nouveaux modèles de management. Thank you for reminding. merci beaucoup. C'est ça dont je voulais vous dire. En fait, nous avons des nouveaux entrepreneurs qui ont surgi. Ils ont créé leurs propres entreprises. Donc, au départ, nous avions 4 filiales et maintenant, c'est comme des satellites et c'était un processus qui a engagé les gens. Et ces gens ont trouvé leur propre moyen d'encourager la liberté du travail. Au départ, il y avait une société qui avait 10 employés et qui avait une structure traditionnelle et aujourd'hui, ils ont grandi. Ils n'ont pas de temps de travail structuré, pas de vacances. Each other by a special. Ils n'ont pas de grille de salaire ni rien du tout. Et donc, je sais pas. En fait, je me doutais, je pensais pas qu'ils allaient réussir à avoir 50 personnes sans manager. Mais ils ont réussi. Et en fait, tout est possible. Il faut juste se concerter. Il faut parler avec l'équipe, les clients. Alors peut-être qu'ils gagnent un peu moins, mais il n'y a personne qui est derrière vous, qui dit venez au travail, il faut travailler maintenant, il faut prendre des vacances ou vous ne pouvez pas prendre vacances. Mais si tout le monde travaille dans le même sens, pour le même but, ça marche bien. Et la différence, c'est que les gens, tout le monde est heureux, tout le monde est engagé et tout le monde a le sens du travail. Merci Vaclav. Alors, quelques mots peut-être pour votre vision de l'avenir, puisque en fait, ce qui est sur le panel que vous représentez, finalement, on a une entreprise industrielle agroalimentaire de 250 personnes, une grande entreprise de près de 7000 sur la restauration, et puis l'IT avec Vaclav, et ils sont 250. Mais donc des expériences très, très riches et différentes, mais comment vous voyez l'avenir de ce que vous avez lancé ou créé dans vos entreprises, dans vos organisations? Est-ce que vous avez une vision de ce que ça va devenir? Vous avez des pistes de réflexion? Stéphanie? Alors, je pense que si on veut continuer à surfer sur la vague actuelle, il faut absolument qu'on ne perde pas notre âme. Toute la complexité, c'est de réussir à se développer, d'intégrer des nouvelles personnes, tout en gardant cet état d'esprit. On a mis en place des groupes de travail. On rédige des chartes, on essaye d'écrire des règles, un petit peu quand même. Voilà, on a mis en place une charte éthique, on a mis en place une charte sur la diversité. On a fait entrer nos salariés qui ont plus de 10 ans d'entreprise
dans l'actionnariat. On leur donne 1 000 € d'actions gratuites. Voilà, on met en place plein de choses de façon à pouvoir perdurer dans cette façon de faire. D'accord. Mais vous dites que c'est attaché à, on va l'appeler par son prénom, Damien, et que si Damien demain laissait la main, ce serait différent, ou c'est tellement bien ancré dans l'entreprise que ça va perdurer, quel que soit le dirigeant de demain? Alors, à moins d'avoir un dirigeant complètement révolutionnaire, c'est ancré dans l'état d'esprit des gens qui dirigent chaque région ou chaque service. Donc voilà, si demain Damien devait partir, s'il était remplacé par ses enfants, ça perdurerait dans ce sens-là. D'accord. Sachant que ça a été créé par ses parents. Hein. Oui, tout à fait. Ok. Donc c'est intéressant de voir que ça ne tient pas à une femme ou un homme qui porte cela à bout de bras, en tout cas chez Happy Restauration. Très bien. Jacques, comment vous voyez ça a démarré finalement en 2014-2015. Comment vous voyez le futur de Cosucra? Comment ça va se développer, ce nouveau modèle à inventer chaque jour? J'en sais absolument rien. Merci, Jacques. Donc, je pense que ce que Stéphanie vient de dire est extrêmement important. C'est que c'était d'ailleurs dans le livre de Frédéric Laloux une condition nécessaire, c'est que le dirigeant y croit et maintienne le cap. Et donc, bon, je ne suis pas là de prendre ma retraite, mais quand même, je veillerai d'abord à ce que mon successeur soit convaincu qu'il doit maintenir et qu'il doit approfondir. Après ça, on est dans un monde économique assez variable. Tous nos concurrents sont des multinationales. Donc on est vraiment un tout petit jeton au milieu d'un océan peuplé de crocodiles. Mais malgré tout, on se défend bien et je pense que ça restera un gros atout de pouvoir réagir, de pouvoir évoluer avec nos clients, de se poser les questions. Ce qui, moi, m'a motivé, c'était la complexité d'abord. Puis je vois effectivement tous les avantages qu'on peut avoir dans ce type d'organisation. Donc, je pense que ça n'arrêtera pas. Mais ce qui est certain, c'est que dès le moment où on n'y est pas encore à abolir la hiérarchie, mais au fur et à mesure que ça se passe, à chaque nouvel engagé, par exemple, on lui dit, on le prévient et on le choisit en fonction de l'organisation. Donc on ne va pas engager des va-t-en-guerre. On va choisir des personnalités qui s'accommoderont beaucoup mieux de ce type d'organisation. Mais bon, ce que je vois, c'est que on libère l'esprit, donc ça veut dire que tout à coup il y a de la créativité qui vient, il y a de l'innovation qui arrive, et donc je me dis, mais comment font les autres entreprises qui n'ont pas ça, qui n'ont pas cette liberté de choses, comment font-elles pour innover? Parce que vu maintenant de cette façon-là, je me dis, mais comment les autres, si on ne commence pas par là, mais les autres entreprises vont avoir beaucoup de difficultés. Et même comment on faisait nous avant, non? Oui, mais il y a énormément de bonne volonté et l'organisation la tue. C'est ça qui est dramatique. D'accord. Vous faites beaucoup de formations d'ailleurs. Vous faites de la formation des salariés sur des sociocratie ou holacratie. Non, on n'a pas pris l'holacratie comme modèle. On essaye de dessiner son modèle. J'ai parlé des cellules permanentes, etc. Mais c'est vrai que dans le milieu industriel, il semblerait que ce soit assez complexe. Et donc, pour prendre des décisions à plusieurs, il se fait que par hasard, on a découvert la sociocratie. Et c'est d'ailleurs une technicienne de labo qui nous l'a ramené dans l'entreprise. Donc, c'est déjà tout à fait un symbole. Mais ce système a de grandes qualités. C'est-à-dire qu'il permet à tous ceux qui ont un mot à dire sur une décision de venir donner ce mot en un temps et avec une efficacité extrêmement redoutable. Donc, à partir du moment... Bon, il y a un élément clé dans cette organisation, ce sont les animateurs de réunion. Et donc, l'entreprise s'est mise à former, donc il y a déjà eu 2 sessions d'à peu près 6 ou 7 personnes, à former des animateurs sociocratiques, qui sont évidemment connus de tous ceux qui veulent les utiliser.
Et à partir du moment où il y a un animateur dans une réunion et qu'il fait dérouler cette réunion, on voit que le niveau de décision, moi je suis chaque fois époustouflé par les décisions qu'ils prennent. Quand je vois le problème, je me dis tiens oui, ils vont aller là, ils feront ça et ils prendront cette décision-là. Mais non, quand ils reviennent avec la décision, elle est nettement plus élevée que celle à laquelle je pouvais m'attendre. D'accord. Merci beaucoup. Václav, demain, qu'est-ce qui se passe avec les... Well, we'll see. Et on verra bien. On est passé de révolution à évolution, des changements dont j'ai parlé. On remonte à 3 à 5 ans, donc on voit se développer certains comportements. Ils disent d'arrêter de nous demander tout le temps comment on se sent. Assez de sentiments et il faut passer à l'action. Donc on profite de la révolution que l'on a menée il y a 5 ans et on porte les fruits. Quelqu'un a parlé du fait que c'est facile de faire ces changements quand on gagne beaucoup d'argent, quand on est sur la trajectoire positive. Je peux être en désaccord parce que c'est encore plus difficile de gérer le succès que de gérer le manque de succès. Donc tout le monde se rassemble, il y a un ennemi commun et cela donne beaucoup de leviers qui peut en fait driver la société pendant 5 ans. Alors, mais le succès, quels sont les avantages? Et bien des gens deviennent peut-être un peu complaisants, un peu feignants, et puis ils sont pas sensibles, ils sont plus sensibles, et puis cela peut créer la prochaine crise à venir. J'espère qu'on va bien supporter, on va bien vivre, j'espère qu'on va continuer sur la trajectoire positive. Et je sais que le business, ça va et ça vient, ça va vers le haut, ça va vers le bas, et puis je m'attends au prochain bas, si on veut. Jacques Václav. Happy Restauration, qui a une croissance incroyable par rapport à son secteur d'activité. Vous, du coup, si on fait... La question vient toujours à un moment. Est-ce que vous portez... l'entreprise fait de la croissance, se porte bien financièrement? L'un et l'autre. Si je réponds d'abord, en fait... on a failli disparaître en 2008-2010, donc on a bien récupéré. Je dirais, on ne sait pas toujours lier les résultats de l'entreprise à son organisation, donc je n'irai pas trop vite là-dedans. Par contre, bon, chaque année, on se donne un peu des objectifs, et notamment, on avait mis un objectif sur le cash flow. Et Dieu sait si c'est compliqué de comprendre le cash flow, faire comprendre le cash flow à toute l'entreprise. Pourtant, voilà, on avait trouvé des moyens pour dessiner une citerne avec un robinet qui vient, ce sont les clients qui alimentent la citerne, et puis un robinet de sortie de la cuve qui est les dépenses. Et donc j'avais dit, ben voilà, il faut fermer un petit peu le robinet pour être sûr qu'il n'y ait pas, que la citerne ne se vide pas. Et donc on avait prévu budgétairement quelque chose comme un cash flow de l'ordre de 2-3 millions, et à la fin de l'année on était à 9. Donc, alors je ne fais pas le lien, mais je dis oui, il y a certainement des liens de cause à effet. Je ne sais pas les démontrer, mais il y a effectivement, et bon, 2015-16 qui vient de se terminer a été la meilleure année depuis les 7 dernières années. Donc, je ne fais pas le lien immédiat, mais... Je comprends votre prudence, mais on se souviendra tous du coup de la citerne. Donc, pour l'effet multiplicateur du cash flow, merci de la technique. Václav, le groupe avance, se porte bien avec toutes ces dernières années? Oui, j'aime beaucoup votre exemple de citerne pleine d'eau. Je suis désolée, est-ce que vous pourriez répéter la question? Le chiffre d'affaires
est-ce que le groupe et les différentes entités du groupe se portent bien d'un point de vue chiffre d'affaires? Parce que tout le monde se pose toujours la question, est-ce qu'une entreprise libérée ou un nouveau modèle de management est compatible avec l'augmentation du chiffre d'affaires, la bonne santé de l'entreprise? Okay, thanks for the question. I'm always asked. Merci pour cette question. On me pose cette question très souvent. Il y a des mouvements en République tchèque. On parle donc du bonheur au travail. Il y a des concurrents qui nous regardent, qui se disent « Eh ben, on va s'effondrer ou alors est-ce qu'on va aller mieux ?» Il faut être honnête. Les premières années, on avait l'impression qu'on allait s'effondrer. Beaucoup de clients, nos clients n'étaient pas satisfaits de voir ces choses du style le salaire ouvert. Donc, ils avaient travaillé pour des grosses sociétés avec des cultures très fermées et on leur a dit qu'il fallait jamais dire combien on gagne. Il fallait jamais dire quel était son salaire. Maintenant, on travaille pour vous et ils ont des salaires ouverts. Donc, c'est étrange, créé. Donc, il fallait aussi gérer ça de manière relationnelle. Donc, il y a eu une baisse, on a stagné, mais les 3 dernières années, ça a commencé à remonter. Mais ce qui m'a étonnée, c'est le niveau de destruction, jusqu'où il fallait aller. Parce que on passait toujours par l'émotion et parfois il fallait aller très profondément. Et je pense que c'est vrai qu'on avait risqué l'existence de la société à tout perturber, à tout changer les rôles de tout le monde et trouver une meilleure super direction. C'est vrai que ça pouvait nous conduire à l'oubli, mais heureusement, on ne sait pas vraiment comment, ça n'était pas le cas. Merci à vous 3. J'avais dit qu'il y aurait des questions-réponses, donc ce ne sera pas les 3 dernières minutes avec deux questions rapides. Est-ce que dans la salle, il y a des questions à poser à nos intervenants? Je vois, il y a un bras qui se lève ou pas? Ah oui, pardon, tout là-haut. Ben, faut monter les escaliers. Vous pouvez juste nous dire voilà, qui vous êtes et puis la question. Bonjour, Bertrand Dufour, Maison Wolf-Berger, dans le monde du vin, crément et alcool. J'ai une question au sujet de la comparaison dans le management entre le nouveau phénomène ou la nouvelle méthode de management. Comment on arrive à faire vivre ça en parallèle de l'ancien management? Là, je n'ai pas tout compris comment ça pouvait se faire en même temps. Jacques, peut-être, non? Oui. Oui, il faut le vivre pour le comprendre. En fait, ce que je tente à faire évoluer, c'est que l'organisation classique prenne ses décisions au jour le jour. Elle sait ce qu'elle doit faire et donc elle n'a pas... Par contre, les décisions d'orientation de l'entreprise sont déjà dans ce nouveau management. Et donc, arriver à réunir des compétences autour de la table pour prendre des décisions d'orientation, ça, c'est vraiment ce que ça devrait être à l'avenir. Et donc, on vit effectivement avec des choses qui ne sont encore décidées par le comité de direction, mais de moins en moins. Et puis, des choses qui évoluent au jour le jour, sur le terrain. Là, c'est l'organisation classique, mais aussi avec un mode de management qui est, disons-le, démocratique. C'est-à-dire que même l'organisation classique, bon, il y a des systèmes comme la TPM, par exemple, qui sont des systèmes de terrain pour de la maintenance locale. Eh bien, ça, c'est typiquement des méthodes qui, même dans une organisation classique,
amène les gens à pouvoir réagir eux-mêmes aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc ça s'apparente à du self-management. Il y a quelques petites méthodes à apprendre, mais à part ça, on connaît, il n'y a personne qui connaît mieux la machine que celui qui l'opère. Et donc, dès le moment où il n'a plus le poids de la hiérarchie pour ne fût-ce qu'aller demander une pièce au magasin, mais qu'il puisse réparer sa machine comme il l'entend, parce qu'il pense qu'il peut le faire, et que si il a consulté ceux qui seront influencés par sa décision, c'est-à-dire ses pairs qui sont là dans les équipes, en disant tiens, je vais modifier ça parce que je pense que ça ira beaucoup mieux, qu'est-ce que tu en penses? Il récupère les avis de chacun et puis il prend sa décision à lui pour aller vers ce qu'il a décidé. Et là, ça renverse complètement la position. Ça veut dire que s'il rate, alors qu'il a demandé l'avis à tout le monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose que personne n'avait prévu qui s'est passé. Et ça veut dire qu'alors tout le monde va s'intéresser à la décision qu'il a prise et se dire tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Et on va avancer vers quelque chose que personne ne connaissait. Et donc voilà, mais ça c'est un exemple dans ce que j'appelle l'organisation classique. Et l'entreprise évolue vers cette organisation future qui prend peu à peu place dans l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est une complication. Mais c'est là où ça prend du temps, parce qu'en fait, chacun doit comprendre. Bon, chez nous aussi, l'information est libre, etc. Mais l'information, même si elle est disponible, elle ne sera pas utilisée si on ne sait pas à quoi elle va nous servir. Donc chacun doit comprendre comment l'entreprise fonctionne. Chacun doit se dire, tiens, dans cette situation-là, pourquoi est-ce qu'on va comme ceci ou comme ça? Et ça prend énormément de temps parce que ça n'a jamais été appris. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être 5-6 personnes dans l'entreprise qui étaient formées à prendre des décisions et puis toutes les autres exécutaient dans leur zone d'influence, elles exécutaient ou elles décidaient dans la limite de ce qu'elles connaissaient de l'entreprise. Mais elles ne décidaient pas nécessairement dans l'intérêt de l'entreprise, même si dans leur métier, c'était la meilleure décision à prendre. Donc, c'est ça qui change. Le temps de changer la culture de l'entreprise. Je me permets de rajouter une chose, c'est cette fameuse double vie où on vit encore sur l'ancien management et en parallèle le nouveau management. Je pense que ce nouveau management doit être complètement frustré par rapport à l'ancien management qui n'a pas encore évolué, qui est beaucoup moins souple, beaucoup moins flexible et qui avance beaucoup moins vite par rapport pour servir au mieux les clients. Oui, sauf que ce sont les mêmes personnes qui sont des deux côtés. Ah, ok. Donc elles comprennent très bien, puisque par exemple, un service commercial revient au service commercial, travaille au service commercial. Mais dès le moment où ils participent à une cellule, ils vont à la cellule parce qu'ils ont des compétences, et pas nécessairement commerciales, mais d'autres compétences. Par exemple, aller rencontrer le client, faire visiter le client, etc. Ça peut être fait par un ouvrier, ça peut être fait par n'importe qui, mais quand il y a un audit, la cellule va dire « Oh là !» C'est plus le service qualité qui va venir trouver les gens de terrain pour dire « Bon, demain il y a un audit, il faut être prêt, il faut faire ceci, il faut faire ça. » C'est la cellule qui va dire « Ok, comment est-ce qu'on fait? Ah oui, il faudrait prévenir les équipes, etc. » Ben, celui qui est la compétence production dans la cellule va dire « Ok, je m'en occupe. Je vais aller dire à mes collègues que l'audit aura lieu à telle date et qu'on doit faire ceci, etc. » Donc il n'y a plus cette relation entre un service vis-à-vis d'un autre qui doit demander à l'autre service de faire ceci. Non, c'est la cellule qui est elle-même présente. Et donc, dès le moment où on aura toute l'entreprise en cellule, évidemment, quand ils vont revenir dans leur bureau, ils vont dire « Tiens, toi, tu as été à cette cellule-là, comment ça se passe, pourquoi, etc. » Donc il va y avoir un croisement d'informations qui va faire que ça va marcher, ça j'en suis certain. Très bien, merci beaucoup. Merci. J'avais vu une main de se lever par ici. C'était vous, hein? Mademoiselle? Pardon, monsieur qui est là. Ah, le micro est de l'autre côté. C'est parce que mademoiselle a 2 micros. Oui, bonjour, Franck Lecomte. On va faire des cellules de réflexion.
Donc c'est une question qui s'adresse finalement peut-être à tous les trois. Est-ce que vous considérez qu'un des facteurs clés de succès à moyen terme de cette organisation, de ce style de management, passe par un partage plus large des résultats de vos entités, de vos entreprises, et ou une implication dans le capital des structures? Alors là... Au-delà des systèmes de bonus classiques. Stéphanie, Vaclav. Alors je pense qu'effectivement, ça fait partie des éléments qui mobilisent les troupes. Aujourd'hui, nos salariés qui sont actionnaires, régulièrement, on les entend dire, c'est rigolo, quel que soit leur statut d'ailleurs, attention à telle dépense, la valeur de nos actions va baisser, le montant de nos dividendes sera inférieur cette année. Donc je pense qu'effectivement, ça joue dans l'implication de chacun. Vaclav, il y a une... Well, for me, okay. Alors, comme j'ai dit, on a sorti des entrepreneurs. Ils sont donc des minoritaires, des actionnaires minoritaires dans leur société qu'ils ont créée. Mais nous n'avons pas encore de stock options ou d'actions parce que nous ne sommes pas cotés en bourse. Mais nous partageons les revenus. Il y a une structure créative qui dit voilà ce qui reste dans la société, ce qui est distribué aux personnes, et voilà un temps qui est en réserve et l'autre partie qui est vers les parties prenantes. Donc chaque année, le même montant, les mêmes proportions est distribué aux personnes, soit pour des budgets différents, soit pour des œuvres caritatives, ou aussi pour des primes. Monsieur, ici, là au milieu. Pardon ? Je vais répondre aussi. Pardon, Jacques. Non, je pense que bon, ça va continuer à évoluer à travers les années. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le souci. Le système de rémunération, comme il y a chez Vaclav, je pense qu'on y arrivera. Je ne sais pas quand, mais on va y arriver. La première étape, c'est que dans le système de... Oui, on avait un système de management par objectif, et en plus de ça, on liait le bonus aux objectifs. Donc, il n'y a rien de pire. Donc, la première étape qu'on a faite, c'est scinder le bonus de l'entretien d'évolution, comme on l'appelle maintenant. Et l'entretien d'évolution, maintenant, il n'a plus besoin d'être nécessairement avec le N+1. Donc on essaye de gommer, mais on ne le fait jamais de manière franche. C'est-à-dire qu'on donne toujours la possibilité de rester dans l'ancien système ou d'entrer dans le nouveau système. Au niveau de la rémunération, par exemple, le bonus, cette année-ci, on a donné la possibilité, soit, bon, il y a des systèmes fiscaux en Belgique qui s'appellent les CCT, mais c'est une participation aux bénéfices défiscalisée jusqu'à un montant de 3 000 € par an. Ça, c'était l'option 1. Soit une option 2 qui était de se déterminer des objectifs à plusieurs, c'était la condition, et de faire un mix entre l'objectif d'entreprise et un objectif de groupe. Et la troisième solution, qui était la solution classique, ok, vous mettez un objectif et votre bonus sera déterminé par l'atteinte de l'objectif. Je n'ai pas encore les résultats parce que, bon, voilà, on a mis ça un peu au point en cours d'année, mais ce qui était intéressant, c'est que la première solution n'était pas limitée à 100%, elle pouvait monter jusqu'à 140%. Donc ça veut dire si l'entreprise réussissait encore mieux que le budget, tout le monde pouvait recevoir plus que ce qu'il n'avait. Ben voilà, ce sont des exemples pour dire qu'on avance là-dedans. La décision en entreprise, il y a une proposition du gouvernement wallon justement pour aller vers la cogestion. Je ne suis pas persuadé du tout que ça amènera quelque chose au niveau des entreprises d'avoir de la cogestion parce qu'on est toujours dans le rapport de force dans les relations sociales. Et donc, amener le rapport de force au sein du conseil d'administration, je trouve ça plutôt dangereux au niveau d'un conseil d'administration.
Et je ne suis pas certain que dans ce modèle, vu que les décisions sont déjà dispersées au sein de l'entreprise, il y a une réelle volonté des collaborateurs à aller, ou s'il y en a, elles sont plus limitées, et donc l'accès à ce type de décision, oui. Mais voilà, l'institutionnaliser, je ne suis pas persuadé que ce soit utile. La participation aux bénéfices, on est une société familiale qui ne distribuons pas beaucoup de revenus, puisqu'on a failli disparaître en 2008. Et ces 2 dernières années, on a fait 35 millions d'investissements pour une société qui fait 85 millions. Donc, on ne va pas distribuer avant quelques années. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'intérêt dans l'entreprise à participer au capital pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de dividende. Mais c'est une forme de participation aux résultats qui me semble tout à fait atteignable, oui. En tout cas, qui fait cohabiter encore, comme les systèmes de management, mais avec les mêmes personnes, des 2 systèmes, voire 3 systèmes différents. On est bien dans la transition. Merci beaucoup, merci pour votre question. Monsieur. Bonjour, donc je m'appelle Zeller Giovanni. Ma question en fait intéressera peut-être les plus jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel est votre conseil en ce qui concerne justement l'application de ces nouveaux styles de management? Est-ce que vous conseillez plutôt de partir sur une base au moment pour un porteur de projet, au moment de la création de la société, de partir sur un style de management plutôt classique, vous qui avez justement l'expérience de cette phase de transition, ou justement de partir directement sur ces nouveaux styles de management pour ne pas avoir cette phase de transition qui paraît des fois un peu délicate? Merci à vous. Qui veut répondre? Aclav? For me, okay. Well, if you want to start from zero, Alors, si vous voulez commencer par zéro, vous n'avez pas besoin de système de management. C'est juste un start-up et tout le monde a les mêmes objectifs, les mêmes goals. Donc, vous commencez avec vos amis jusqu'à 20 personnes. Même si vous avez beaucoup de caractère, un leader très fort, vous pouvez aller jusqu'à 30-35 personnes. Peu importe votre système de management. C'est à vous de voir. Hein. Et la société ressemble toujours à ses leaders, à ses dirigeants. Si vous êtes toujours en retard, eh ben, des salariés vont aussi être en retard. Donc, vous apportez la personnalité et vous allez voir amplifier parmi vos qualités et défauts, vous allez les voir amplifier dans la société que vous avez fondée. Il faut faire attention, il faut vraiment être très vigilant, très droit et tout le monde va vous suivre, mais ce dont on a parlé, la culture corporate, c'est très difficile de changer. Hein. Si vous commencez en classique, si vous commencez tout de suite en moderne, ça sera plus facile plus tard. Juste ce que tout le monde connaît, c'est qu'une start-up va commencer à 4-5 et va avoir de facto une façon de se manager tout à fait égalitaire, donc démocratique. Et c'est au moment où on passe le cap des 15, 20, que tout à coup, tout le monde pense « Ah oui, mais maintenant, il faudrait qu'on ait un responsable de ceci, un responsable de ça et un responsable de ça. » Et c'est là où, moi, je dirais, surtout à ce moment-là, posez-vous la question « Non, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ?» Parce que vous commencez... Vous retombez dans l'ancien système, vous retombez dans l'ancienne organisation. C'est au moment où cette start-up prend son envol qu'il faut juste penser à bien choisir le caractère de son dirigeant, non pas parce que c'est le meilleur ou parce que c'est le fondateur, mais parce que lui sera le leader, dans le sens le meneur, qui permettra d'avoir une organisation qui est démocratique. En Belgique, on n'utilise pas trop le mot libération d'entreprise, hein, donc c'est pas trop connu. Donc, on parle plutôt d'entreprises démocratisées ou de nouvelles organisations, de choses comme ça. Bon, voilà, c'est une caractéristique à la française. Dagetz dirait que peu importe les mots, une fois de plus, c'est une philosophie et qui doit être adaptée à chacune des organisations. En tout cas, je rebondis aussi sur le côté start-up. On avait dans nos bureaux pour une formation la culture captain de Blablacar la semaine dernière. Et en fait, c'est une des premières employées de Blablacar
Ils sont plus de 500 maintenant. Et donc son job, c'est de préserver justement l'esprit start-up du temps où ils étaient 4. Et c'est son job à plein temps, c'est Culture Captain. Voilà, elle doit faire attention à ce que Blablacar ne bascule pas, ne dérape pas, ne parte pas à droite ou à gauche et reste sur son dynamisme, sa tonicité, son énergie de départ. Voilà, c'était juste, ça me faisait penser à ça. D'autres dizaines de mains qui se lèvent de manière effrénée. Ah oui, il y en a une là. Bonjour. Avez-vous déjà mis en place des enquêtes de satisfaction pour savoir si vos salariés étaient satisfaits de ce modèle de management? Et d'autre part, qu'en est-il concernant vos indicateurs, absentéisme, turnover ou encore maladie? Merci. Voilà. On n'a pas mis en place d'enquête de satisfaction parce qu'on est trop nombreux pour ça et tout simplement pour un problème de gestion administrative, on ne réussit pas à le faire. Aujourd'hui, nos plus beaux indicateurs, ce sont nos relations avec nos partenaires sociaux. Et on a un climat social qui est serein, avec un taux d'absentéisme qui est normal. La source de l'absentéisme, ce sont essentiellement des accidents de travail, parce qu'on cuisine, voilà, les glissades, les coupures. On a quelques quand même situations de stress et d'arrêt pour des situations psychologiques compliquées. On n'a pas d'indicateur, mais on travaille vraiment en partenariat avec nos représentants du personnel qui nous font remonter précisément ce qui se passe sur le terrain. Donc, je trouve que c'est une très bonne question et je repartirai avec ce conseil parce que je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faut mettre en place. Ça aide tout le monde à se voir progresser. Évidemment, un indicateur qui stagne, c'est un peu embêtant, mais en même temps, ça pousse tout le monde à regarder et ça encourage tout le monde à avancer. On a tendance généralement à regarder ce qui se passe et on me rapporte très souvent « Ah oui, mais celui-là, il n'y est pas, ça ne va pas, etc. » Et donc, je me retourne vers lui en disant « Mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux et pourquoi est-ce que tu me rapportes ça? Moi, je ne sais rien faire avec ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as pu faire ?» Et donc, on est souvent assez négatif sur les autres. Et je pense qu'un indicateur comme ça, de se voir monter, parce que je suis persuadé que l'indicateur montrera que l'on progresse. On oublie vite la progression. On oublie qu'on était là-bas et que maintenant on est là. Et donc l'indicateur serait très utile, effectivement, à mettre en place. Merci. Okay, satisfaction survey. Pour une enquête de satisfaction, nous avons une compétition qui s'appelle Employé de l'année en République tchèque. C'est une agence externe qui le gère et ça fait 8 ans qu'on participe. On était classé 8e, après 6e. Après, une fois qu'on a fait le Free Network, je crois qu'on était placé 3e, mais 2 ans plus tard, on était 2e ou 3e et après on a arrêté parce qu'on s'est dit si on peut pas gagner, ça sert à rien. Il y avait 70 questions à répondre, il y avait une enquête parmi le management et 3e pilier, c'était il y a un jury externe et il passe des entretiens, il y a environ 1000 entreprises qui participent. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'on fait les choses bien. J'ai parlé de l'une des sociétés qui a 3
personnes, c'est des férus des données. Ils ont plein de données, ils savent qui communique avec qui, ils ont plein d'analytiques, ils ont d'autres données qui classifient les gens, ils ont une courbe qui montre à droite votre satisfaction avec les autres. Votre propre autosatisfaction, et plus vers la gauche, c'est donc en fait à gauche peu de satisfaction et à droite une autre taux de satisfaction. Donc en gros les fondateurs sont à droite et leur salaire est très élevé aussi. Donc soit vous êtes sous la courbe, c'est-à-dire que vous avez un meilleur ranking mais votre salaire est plus bas, ou sinon vous êtes au-dessus et vous êtes payé plus de votre classement. Donc c'est très drôle et ils ont pris ces données pour les 3 dernières années et donc ils s'amusent à voir qui est satisfait, qui n'est pas satisfait. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans l'entreprise, une entreprise, donc j'avais dit 3 personnes, mais c'est 30, et 6 employés sont des femmes. Et on ne sait pas pourquoi, mais les 6 femmes étaient toutes sous-estimées par... Et en fait, elles gagnaient, leur salaire était en dessous de la moyenne. Et je me souviens que la personne disait « Non, 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 c'est pas possible, ça c'est l'analyse des données, c'est juste des données. » Mais en fait, il a dit « Il faut qu'on change cela. » On ne sait pas pourquoi, mais les femmes étaient en dessous de la moyenne du classement. 20% d'écart en France pour le salaire entre hommes et femmes aujourd'hui. Donc voilà. Et il y a encore des écarts importants. Une dernière question. Ah, ça fait 2. Jeune homme. Bon, allez, les 2. En cours, alors, question courte. Monsieur d'abord. Alors très court. Il arrive parfois que dans un corps sain se développent des maladies, des cancers, des choses comme ça. La nature humaine est ainsi faite qu'il peut y avoir des gens toxiques dans une entreprise aussi. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des gens comme ça? Et si oui, comment les gérez-vous? Est-ce que le système s'autorégule naturellement ou pas? Des toxiques? Des toxines? Des virus? Oui, en tout cas, il y a des durs à cuire. On les trouve souvent chez les commerciaux, mais bon. Oui, je pense qu'il y en a. On cite toujours le chiffre de 3%, je ne sais pas vous le confirmer ni l'infirmer. Et l'inverse se passe aussi, c'est qu'il y a quand le changement n'est pas suffisant et qu'on a créé un espoir et que le changement ne va pas assez vite, on peut aussi perdre et ça c'est un échec. Des personnalités difficiles par rapport au... Oui, on a forcément eu quelques cas de personnalités difficiles qui s'autodétruisent. On ne réussit pas à garder dans l'entreprise des gens qui sont anti-entreprise, Voilà. Donc, on trouve toujours un accord de façon à ce qu'ils quittent l'entreprise. Ça s'autorégule. Ça s'autorégule. Ça s'autodétruit. Well, I know exactly what you're talking about. If you have... Je comprends tout à fait. Si vous avez un chef et il a un employé qui est toxique, normalement l'employé travaille de façon très proche avec l'employé. Il travaille très près du manager, mais le reste de l'équipe le déteste. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en général, les personnes toxiques sont mises à l'écart plus rapidement. Tout le monde est au courant, tout le monde sait qui ils sont. Mais parfois, ça arrive que quelqu'un est mis à l'écart, mais c'est la faute de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des ragots qui courent. On parle de quelqu'un qui est toxique. En fait, c'est l'équipe qui juge la personne et qui détermine que cette personne est toxique et qui doit quitter l'entreprise.
Et dans ces cas, il faut mettre fin à ce genre de climat parce que ça peut être très nocif. Parfois, c'est juste des rumeurs qui courent, c'est complètement artificiel, ce n'est pas fondé. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des climats d'équipe qui marchent bien et d'autres non. Mais en général, je trouve que l'esprit positif est celle qui prévoit. Dernière question. Bonjour, Jérôme Bamberger, École Management de Strasbourg. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez d'autres entreprises qui comptent intégrer ce type de management? Et dernière petite question, est-ce que vous pensez que ce type de management est applicable pour, on va dire, toutes les structures? Est-ce qu'on peut penser pour une firme multinationale, ce serait le cas aussi? Ou est-ce que c'est trop utopique? Well, I think, to some... Personnellement, je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise dans une mesure ou une autre, parce que si vous avez des équipes, même avec l'hiérarchie, vous pouvez avoir des équipes de 20 à 30 personnes où ça marche. Mais je ne vois pas vraiment un changement radical de culture au sein de Peugeot, par exemple, une entreprise qui a 20 à 30 000 employés, et chez nous, on a 200 employés. Donc, je peux uniquement parler pour mon cas. Et le reste de votre question, c'était quoi? Oh, if it's the same for all the companies. No, Ah oui, est-ce que c'est la même chose pour toutes les entreprises? Non, je pense que c'est différent, ça varie de société en société. Il n'y a pas de règles. Tout le monde doit trouver leur façon de faire. Nous avons 7 entreprises au sein du groupe et chaque société fait les choses différemment. Et leur culture est différente. Les seules choses qui sont imposées, c'est que les données doivent être libres d'accès. C'est la seule chose, mais sinon leur approche varie. La façon dont ils appliquent la notion de la liberté au travail est différente. Et chaque entreprise peut trouver une façon d'appliquer une partie de cette philosophie. Je ne parle pas beaucoup, mais Michelin, par exemple, fait beaucoup dans ce domaine-là. Et dans le groupe Mullier, il y a pas mal de sociétés qui évoluent aussi dans Auchan, certaines entités d'Auchan. Donc, ce n'est pas possible de le faire pour une société de 10 000 personnes, mais toutes ces sociétés sont quand même aussi avec des business units qui font de l'ordre de 300, 350 personnes. Et chaque fois, c'est possible au niveau d'une unité qui fait 300 personnes. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais bon, ça se fait pas à pas. Pour apporter un complément, et on finira un petit peu là-dessus, effectivement, Michelin a une expérimentation assez importante en ce moment. Mais si vous prenez en termes de multinationales, un des exemples phares au niveau, qui est une entreprise qui n'est pas française, mais l'entreprise Gore, Gore-Tex, c'est une entreprise avec plusieurs dizaines de milliers d'employés, totalement internationale. Et donc, Gore-Tex est né dans cet état d'esprit et a grandi dans cet état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est un des exemples très connus, documentés, sourcés, que vous pouvez retrouver dans les différents bouquins dont on a parlé aujourd'hui. Et la taille n'est pas forcément un problème. Quand vous allez voir le groupe Hervé ou le groupe Poult en France, P-O-U-L-T, qui est une biscuiterie, c'est des entreprises quand même qui ont une dimension internationale et qui ont 2000, 3000 employés. Et c'est cette capacité à travailler en cellule de 15 personnes avec un catalyseur qui lui-même fait partie d'un groupe de 15 autres catalyseurs qui eux-mêmes désignent un catalyseur qui est quasiment le COMEX. Donc avec ce type de structure en cellule, eh bien, quel que soit le nombre d'employés total dans l'entreprise, vous arrivez à mettre en place des modèles différents d'entreprise, différents de management. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question, mais voilà. Bon, malheureusement, ça me dit time out depuis tout à l'heure en gros et en rouge. Donc, en tout cas, merci beaucoup
pour votre écoute. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis, je vous propose de remercier nos intervenants qui nous ont passionnés avec ce sujet.